Dans les vidéos précédentes, on en est arrivé là, à l'inférence des transformers. Donc, on avait parcouru l'intégralité du chemin de l'encodeur, du transformer, de l'entrée du texte à la sortie d'un vecteur richement contextuel. On a compris les mécanismes de l'attention, des fonctions non linéaires, des blocs feed-forward, de l'optimizer Adam, etc. Mais bon, il y a quand même une question qui se pose, c'est quel est le coût de toute cette intelligence? Bah, chaque multiplication de matrice utilise des poids qui doivent être stockés. Et donc, on va essayer de réfléchir à voir comment est-ce qu'on fait pour compter le poids des transformers, pour passer de l'architecture théorique au contrat pratique. On va essayer de chiffrer la quantité de mémoire requise pour stocker l'encodeur, le décodeur, la matrice d'embedding, les QKV, les W1, W2, W0. Et puis, voilà, pour comprendre tout ça, enfin, pour comprendre tout ça, ça nous permet de bien voir les contraintes de déploiement des LLM dans le monde réel. Donc, en fait, si on regarde euh, les différentes matrices, on a la matrice d'embedding, qui est de taille vocabulaire, donc on a dit plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers, par 512. Et on a les enjeux de précision, effectivement, des différents poids. Donc, si on prend du FP32, donc 32 bits, ça pèse 100 mégas. Euh, pour la Positioned Embedding Matrix. Les heads, ça serait 800 000 paramètres, un peu plus petit, 3 mégas. La matrice de projection ici, 512 par 512, ça fait 1 méga. Les W1, là, c'est 512 par 4000, ça fait 8 mégas. W2, euh, peut-être pareil. Euh, voilà, et donc, en fait, l'optimizer Adam, à chaque fois, il doit garder la valeur actuelle des poids, plus ce qu'on appelle le premier moment et le deuxième moment, donc la moyenne des gradients et la variance, plus lui-même. Donc lui, en fait, il va peser assez lourd. Ce qu'il va faire, il va garder en mémoire ses poids. Donc là, par exemple, sur la matrice qui fait 100 mégas, il en faut 4. Donc ça fait 400 mégas. Sur les autres matrices, là, le matrice des poids, donc là, on a dit c'était 3 mégas pour 8 heads. Euh, non, c'est 3 mégas par head, donc ça fait 20 mégas en tout, qui doit multiplier par 4, donc ça fait 80 mégas, donc ça va faire 500 mégas, quoi. Et ça, c'est pour une architecture assez ancienne. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus que ça. Et donc, en fait, selon les différents paramètres du modèle, euh, qui est les dimensions de QKV 512, les dimensions du modèle, de feed-forward network, des types d'enregistrement FP32, FP16, B16, des choses comme ça, on va avoir des poids qui vont être différents. Donc, en fait, on peut s'amuser à faire des calculs de nombre de paramètres. Donc là, on est à 150 millions de paramètres, par exemple, sur cette architecture, et qui pèse 600 mégas de poids. Et là, c'était juste pour l'encodeur, mais il y a aussi le décodeur. Donc, en fait, le décodeur, on peut dire, bah, c'est les mêmes poids pour le feed-forward network, pour la multi-head, pour les multi-heads et pour l'embedding, avec toujours le x4 là, de l'optimizer. Donc, si on reprend les poids qu'on avait pour le décodeur, donc 16 mégas ici, 4 mégas là, donc 20 mégas en tout, donc 80 mégas pour Adam. Ici, 400 mégas, donc on peut les reporter. Donc, le feed-forward, 16 mégas, le multi-head, 4 mégas, et on a une autre ici. Donc là, ça ferait 24
4 fois 4, pourquoi j'ai un 144? C'est peut-être quelque chose qui... Bon, vous comprenez l'idée. Et ici, l'embedding aussi, 391. Donc en fait, si on fait des calculs avec 50 000 de vocabulaire, 512 de dimension, puis après, il faut voir, ah oui, il faut voir aussi le nombre de fois qu'on répète ça. Le nombre de encoding layer et de decoding layer. Vous vous souvenez que dans le schéma original, il y a les encoding et les decoding et les encoding, on les fait plusieurs fois. Voilà, on peut arriver à des gigas. Voilà, c'est ça. Enfin, en fait, là, 1 giga pour une seule. Mais voilà, ici, effectivement, on peut multiplier le nombre d'encodeurs. Donc là, par exemple, si je prends 96 layers de 26 mégas, ça me ferait 100 mégas. Donc ça ferait 2 gigas 5. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces slides. Voilà, vous comprenez que tout ça se multiplie. Il faudrait que je revoie ces slides. Et si on a des valeurs avec voilà, des milliards, on arrive à des terras. Et donc, oui, je voulais parler de cet enjeu sur aussi donc, comment réduire la taille. Bon, bah, là, on a dit que on faisait tout en FP32, donc en floating point 32, mais on peut passer en floating point 16, voire en floating point 8, et ça va diviser par 2 à chaque fois, et par 2, donc par 4. Donc là, on va passer on va passer de 3 Tera à 505, enfin à 550 gigas, on aura divisé par 2, par 4 en fait, hein. On a de 3000, 1500, 750 gigas. Voilà. Et donc, et vous voyez en bas aussi, là, on divise par 9 Tera, 4 Tera, 2 Tera, hein. Mais il faut voir que toutes les cartes NVIDIA n'acceptent pas forcément du FP8 ou du FP16. Donc, en fait, le hardware va limiter la possibilité de compresser ou de réduire la taille des paramètres. Et en plus de ça, en fait, quand on a des tailles de paramètres qui diminuent en changeant la précision des calculs, on peut avoir des dérives sur la qualité des modèles. Donc, c'est un compromis entre budget, hardware, qualité et architecture. Et justement, en termes de hardware, une petite incursion sur la stack NVIDIA. Donc, NVIDIA, ils font du hardware et du software, en fait, hein. Donc, ils ont InfiniBand. Alors, en fait, bon, ce qui est le plus connu, c'est les GPU, les A100, par exemple, qui sont connectés avec du NVIDIA Link sur des switches qui permettent de connecter plusieurs GPU sur la même carte mère. Et on peut connecter les cartes mères ensemble avec un réseau InfiniBand, hein. Euh, et donc, en fait, on va avoir des enjeux de distribution de calcul qui vont être gérés par CUDA. Donc, on a des librairies de distribution, NCCL, par exemple, communication multi-GPU pour un entraînement distribué. On a des enjeux de calcul soi-même, donc des librairies d'optimisation pour faire du calcul de l'algèbre linéaire sur du NVIDIA. On a des librairies pour faire de la data science, des librairies pour faire du deep learning. On a des librairies pour faire de la modélisation, NeMo, entraîner, fine-tuner des modèles. Omniverse, qui sont des librairies de jumeaux numériques, des librairies pour faire des graphes, et puis des optimisations pour faire de l'inférence. Compilation de modèles pour l'inférence, TensorRT, et TensorRT LLM, des optimisations spécifiques pour les LLM. Donc il y a plein, en fait, on parle souvent de NVIDIA au niveau hardware, en GPU, mais il y a aussi toute une stack logicielle qui est hyper importante. Voilà. Et puis on a des librairies de serving, donc pour le microservice,
et Triton Inference Server pour faire pour servir du PyTorch sur ça. Voilà un peu pour cette première excursion globale dans cette technologie des transformers sur lequel on a revu les fondamentaux de 2017. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui vont sans doute continuer à arriver. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc globalement les architectures transformers, ça permet le parallélisme. Et le parallélisme, ça permet d'utiliser beaucoup plus de machines et donc d'aller beaucoup plus vite et d'enrichir les capacités des LLM. Le transformer a dépassé les limites des anciens réseaux récurrents en utilisant l'attention multi-head, l'attention multi-tête. Et c'est ce mécanisme qui a permis de traiter tous les mots d'une séquence en parallèle, qui accélère l'entraînement de manière spectaculaire et qui débloque l'ère de l'IA massive. On a vu des enjeux sur la stabilité et les mathématiques. Donc, on empile des couches d'encodeurs et de décodeurs. Bon, bah, c'est un exploit d'ingénierie mathématique. Mais sans l'initialisation de Gloro, sans les connexions résiduelles, sans la normalisation par couche, bah, le signal d'apprentissage s'évanouirait immédiatement. On a vu les enjeux de vanishing gradient ou d'exploding gradient. Donc, c'est tous ces mécanismes mathématiques là, qui ont rendu les réseaux profonds possibles comme ça. Et puis, bon, la contrainte, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur le hardware. Hein. On a vu que même le modèle initial représente un court mémoire qui est substantiel. Donc aujourd'hui, la course à l'IA se joue dans la capacité à gérer la multiplication matricielle à l'échelle des milliards et des trillions de paramètres, milliards de paramètres, ce qui fait du GPU l'épine dorsale incontestée de cette technologie et NVIDIA la première entreprise au monde hein, en termes de capitalisation boursière. Donc, tous les LLM qu'on utilise en 2024, que ce soit dans l'encodage de type BERT ou dans la génération du type GPT, sont des descendants directs et des extensions de cette architecture fondamentale de 2017. Donc, en comprenant comment est-ce que ça fonctionne, en comprenant notamment le attention N, hein, attention is all you need, c'est quand même ça qui était important. Les matrices query, key et value. Hein. Query, la question que le mot pose aux autres mots. La key, ce que chaque mot peut répondre. Et la value, la valeur qui est emportée quand les mots se répondent. On peut se départir du côté magique des LLM, mais comprendre qu'on est face à en fait une ingénierie mathématique très élégante, très performante, et qui scale et qui marche extrêmement bien. Voilà. Bah, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour la suite sur tous ces enjeux-là.